Ils arrivent avant même que quiconque ne remarque leur arrivée. À l'aube, lorsque la mer est encore calme et docile, leurs silhouettes apparaissent au large. Aucune fanfare, aucun drapeau, juste l'argent qui glisse à l'horizon comme s'il lui appartenait. Au petit déjeuner, le port est déjà bondé. À midi, l'île leur appartient. C'est le même rituel à chaque saison, la même migration de forteresses flottantes, silencieuse, précise, irrésistible. Monaco est une scène. Porto Cervo est une démonstration discrète de puissance. Capri est un chaos portant des lunettes de soleil. Antigua est pragmatique. Les îles Vierges sont passées maîtres dans l'art de disparaître. Dubaï Marina s'annonce avec éclat. Miami célèbre la richesse et l'oubli dès le petit déjeuner. De loin, tous ces ports semblent paisibles. Des coques blanches, une eau bleue, une symétrie parfaite. De près, ils vibrent. Chaque yacht est un état flottant. Chaque port est une capitale temporaire. Loin des lumières de la marina et de la fierté du maire, Pablo Muscobar, un narcotrafiquant colombien, comptait déjà les heures. Julien est arrivé à Saint-Barth jeune, ambitieux et encore étranger aux réalités de la vie. Le paradis l'a accueilli avec des couchers de soleil dorés, des yachts de luxe et la promesse d'une vie meilleure. Il travaillait au service de gens qui dépensaient des fortunes comme de la petite monnaie, tandis que lui survivait grâce aux pourboires et à des rêves empruntés. La nuit, l'île semblait magique, assez proche du succès, assez proche pour le toucher du doigt. Mais au bar de l'oubli, un vieil homme voyait ce que Julien, lui, ne voyait pas. Cette île était autrefois oubliée, puis l'argent est arrivé et tout a changé. La richesse est devenue un pouvoir, le vice est devenu banal et les gens ont peu à peu disparu sous le poids de l'illusion. Tu crois que le danger vient de la pauvreté, avertit le vieil homme. Mais le véritable danger naît des inégalités que l'on admire trop longtemps. Le propriétaire du yacht est arrivé comme un homme qui venait tout juste de réécrire son propre destin. Igor Gamzukovitch. Sa fortune était née durant les années de fièvre du Bitcoin, lorsque les chiffres grimpaient plus vite que les principes. Puis les places sont arrivées, les conversations ont ralenti, puis elles se sont tues. Jean-Pierre, tu devrais venir pour Noël aux Caraïbes, à bord de mon yacht. Rien que la mer, et nous à Saint-Barth. À l'extérieur, Manhattan brillait de mille feux. À l'intérieur, l'histoire aiguisait déjà ses couteaux. Christophe louait des jet-skis, comme à chaque saison. Un soleil parfait, une mer d'huile, de l'argent facile lorsque la mer était clémente. D'habitude, ce sont des Américains, bruyants, sympathiques, parfois ivres, laissant des pourboires bien trop généreux. Cette fois, c'étaient des Arabes et des Vénézuéliens, pas en vacances, mais en mission. Saint-Barth, les villas étaient de plaine, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Des touristes différents, aucun rire, seulement des arrivées silencieuses et des consignes strictes. 3 villas, des noms différents, les mêmes demandes, les mêmes règles. Le ménage est demandé pour la villa 7B. Nadège, une femme de ménage expérimentée qui ne pose jamais de questions, entre dans la villa. Tout semble préparé mais inutilisé. Aucun bagage, aucun signe de vie de vacances. Dans la salle de bain, elle découvre un collier de serrage en plastique. Sur le balcon, une légère tache qui a été partiellement nettoyée. Après son départ, elle reçoit immédiatement son paiement, bien plus élevé que prévu. Cette nuit-là, les informations mentionnent discrètement la disparition d'une personne à Saint-Barth, tandis que l'île continue sa routine de luxe.
Mais à l'intérieur de la Villa 7B, quelque chose a déjà disparu. La nuit à Saint-Barth, une scène de luxe à bord d'un super yacht se déroule lors d'une réception prestigieuse. Jean-Pierre, un chef français discipliné, travaille à bord du yacht Immutable Ledger. Tandis que le port scintille sous les lumières des méga-yachts et des invités fortunés, quelque chose semble étrange sous la surface. Un ingénieur de l'équipage disparaît soudainement, sans aucune explication. Le capitaine le signale discrètement, mais personne ne prend l'affaire au sérieux. Jusqu'à ce que de petites anomalies techniques commencent à apparaître. Jean-Pierre observe tout en silence. Il remarque ce que les autres ignorent. Le yacht n'est plus totalement sous contrôle. La disparition de l'ingénieur devient le premier signe de quelque chose de bien plus grand, déjà en marche. Julien parcourait chaque jour les routes dangereuses au-dessus de Saint-Barthélemy. Des falaises étroites, des virages sans visibilité, aucun droit à l'erreur. Ce matin-là semblait normal, jusqu'à ce qu'un SUV blanc apparaisse soudainement, coupant sa voie à pleine vitesse. Il tenta de freiner, mais la route ne lui laissa aucune échappatoire. L'impact le projeta hors de la route, directement dans l'épaisse végétation de la montagne, en contrebas. Lorsqu'il reprit connaissance, quelque chose de bien pire l'attendait dans le silence. Un corps attaché avec des liens en plastique, portant le nom d'un yacht, MY Immutable Ledger. Et soudain, ce n'était plus un accident. Murray a grandi entouré par la richesse, mais il a passé sa vie à la détester. Pour lui, chaque yacht était le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le monde. Puis il rencontra Pablo Mascobar, un criminel puissant qui lui offrit quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé auparavant, la permission de transformer sa colère en action. Murray rejoignit une coalition dangereuse, des criminels vénézuéliens, des combattants endurcis et les hommes de Muscobar lancèrent une opération violente en mer. Alors que les yachts brûlaient et que des otages étaient repris, Murray ne combattait pas, il filmait. Il voulait que le monde soit témoin de la destruction et sache qu'il avait contribué à la créer. Mais Muscobar voyait clair en lui. Il avertit Murray qu'il ne dirigeait pas une révolution. Il n'était qu'un autre outil utilisé par quelqu'un d'autre. Parmi les assaillants se trouvait un suprémaciste blanc nommé Larry, qui croyait défendre sa propre cause. Comme Murray, il pensait se battre pour des principes. Puis, les deux hommes découvrirent la vérité. Muscobar ne se souciait ni d'idéologie, ni de race, ni de politique. Pour lui, les gens n'étaient que des ressources, des moyens de pression et des sources de profit. Tous les autres étaient sacrifiables. Tandis que les autres se battaient pour des convictions, Pablo Muscobar ne se battait que pour le pouvoir. À Gaza, Ali a appris à survivre avant même de connaître l'enfance. Grandissant au milieu de la guerre, des pénuries et des bâtiments qui s'effondraient, il a découvert que rester en vie n'était pas une question d'héroïsme, mais de calcul. Adolescent, Ali franchit une autre sorte de frontière. En travaillant au sein de réseaux de tunnels secrets, il apprit que le pouvoir venait de la logistique, de la discipline et de la capacité à faire avancer les choses. Laissant Gaza derrière lui, Ali voyagea à travers des routes cachées et sous de fausses identités. En Méditerranée, il ne voyait pas les yachts de luxe comme des symboles de richesse, mais comme des coffres-forts flottants prêts à être exploités. Lorsque les feux d'artifice illuminèrent le port, Ali prépara une opération basée sur le timing, pas sur la vengeance. Pour la première fois, le bruit venait de la célébration de quelqu'un d'autre. Au fond du garage de la villa, Ali coordonnait l'opération. Alors que Murray poursuivait son idéologie et qu'Alex cherchait le profit, Ali ne se concentrait que sur une seule chose, le contrôle. Puis, Pablo Muscobar arriva. Son plan n'était ni le chaos ni la politique. Chaque yacht, chaque membre d'équipage et chaque ressource avait déjà été calculé. Ce n'était pas une vengeance, c'était une comptabilité.
Alors que le yacht changeait discrètement de trajectoire, personne ne remarqua le danger qui se rapprochait. Mais le chef Jean-Pierre Labaguette ressentit le changement d'atmosphère. L'opération avait commencé et cette nuit resterait gravée dans les mémoires. À l'aube, l'élite mondiale naviguait dans un luxe parfait, sans se douter que le danger fonçait droit vers elle. Depuis l'horizon arriva une équipe d'assaut dirigée par Ali, un homme animé par une mission bien plus grande que l'argent. En quelques minutes, le chaos éclata. Le yacht fut pris d'assaut, les communications disparurent, toute fuite devint impossible. Parmi les otages se trouvait Elena, une célébrité montante dont le voyage de rêve se transforma soudainement en une lutte pour survivre. Alors que la peur se répandait à bord du navire, Ali transforma un paradis flottant en une arme valant des millions. Mais au cœur de l'opération, une autre bataille se déroulait, une bataille guidée par l'idéologie, la cupidité et la trahison. Puis arriva Musk Kobar, l'homme qui comprenait que le pouvoir ne se prend pas avec des balles, il se contrôle par la peur. Un paradis de luxe transformé en prison flottante. Sur le pont du méga yacht pris d'assaut, le silence avait déjà remplacé le contrôle et la peur maintenait tout le monde immobile. Musk Kobar calculait les rançons, non pas comme un attaquant, mais comme un homme qui avait déjà décidé de la façon dont cette nuit se terminerait. Ali l'observait sans cligner des yeux, tandis qu'Alex calculait quel genre d'homme entre dans une salle de contrôle, au lieu de simplement la prendre. Mais Musk Kobar ne demandait pas la permission. Il avançait sur le pont, comme si Ali, Alex, Murray et chaque homme armé présent n'étaient déjà que des éléments secondaires. Alors qu'il regardait les yachts en flammes au loin, Musk Kobar sourit avec satisfaction. Pour tous les autres, cette nuit était une attaque terroriste. Pour lui, ce n'était que la première étape d'une prise de contrôle financière. Et avant de s'éloigner, il laissa à ses hommes une dernière leçon. Ne confondez pas vos émotions avec mon plan. Un méga yacht de luxe dans le port de Gustavia s'embrase après une prise de contrôle violente, plongeant l'île dans le chaos. Des assaillants armés retiennent en otage des dizaines d'invités influents. Alors que les appels d'urgence affluent à Paris et à Washington, les agences gouvernementales se retrouvent paralysées par la bureaucratie, débattant des questions de compétences et de responsabilité, tandis que la crise ne cesse de s'aggraver. Pendant ce temps, à bord du yacht occupé, le chef expérimenté Jean-Pierre Labaguette comprend que la force ne résoudra pas la situation. Alors que les gouvernements hésitent et que les factions armées luttent pour le contrôle, il utilise la seule arme qu'il maîtrise véritablement, la cuisine. Le yacht est assiégé. La peur flotte dans l'air. Pourtant, dans la cuisine, une autre bataille est sur le point de commencer. Jean-Pierre ouvre le four. Un nuage de vapeur parfumée s'en échappe. Une épaule d'agneau rôti lentement brille sous une croûte de cumin, de coriandre, d'ail et de citron noir. La viande est si tendre qu'elle se défait au moindre contact d'une fourchette. Chef, people are pointing rifles at each other out there. Exactly why dinner must be perfect. Il prélève la chair d'aubergine rôtie et la dépose dans un bol, peau noircie, chair crémeuse, tahini, jus de citron frais, ail, huile d'olive. Le mélange devient soyeux et délicatement fumé. La peur noue l'estomac. La bonne cuisine le détend. De grands plats quittent la cuisine. Des pains plats tout juste grillés sortent de la plaque. Leur surface est couverte de cloques dorées. Ils se plient sans se rompre. L'arôme du blé grillé emplit le couloir. À leur côté repose un bol de baba ganoush fumé, nappé d'une huile d'olive vert émeraude. Les militants fixent les plats, l'un d'eux arrache un morceau de pain, un autre l'imite. Bientôt, plus personne ne parle. Ils mangent.
Jean-Pierre prépare de minuscules arepas. Les galettes de maïs crépitent au contact de la plaque brûlante. Il les garnit de bœuf wagyu effiloché, braisé pendant 8 heures. La viande, lui, de son propre jus. Une délicate aioli à la truffe est dressée sur le dessus. Une pincée de micro-coriandre vient parfaire le plat. Il prend une bouchée. La coque croustillante de l'arepa cède sous une viande fondante. La truffe révèle ses arômes quelques secondes plus tard. Ses yeux s'écarquillent. Jean-Pierre esquisse un léger sourire. Bring me another one. Vient ensuite le ceviche. Du Vivano des Caraïbes, d'une fraîcheur irréprochable, coupé en cubes translucides. Jus de citron vert, mangue, oignon rouge, fines lamelles de piment. Sous les lumières du pont, le poisson semble presque rayonner. Des éclats de rire retentissent autour de la table. Pour la première fois de la soirée, les fusils reposent contre les chaises. This tastes like Cartagena and St. Barth had a child. La pièce retombe dans le silence. Une sphère de chocolat noir est déposée devant chaque homme. Des feuilles d'or scintillent à sa surface. Une sauce au chocolat chaud est versée dessus. La coque fond lentement. À l'intérieur apparaissent un fondant au chocolat, un caramel coulant et une crème à la vanille. Now that is criminal. I try my best. Jean-Pierre dépose une assiette devant l'activiste français. Une blanquette de veau déstructurée. Du veau fondant, mijoté pendant des heures. La sauce à la crème transformée en une espuma aérienne. Des champignons sauvages sautés au beurre. De petits oignons grelots glacés à la perfection. Le parfum évoque instantanément un déjeuner dominical à Paris. Smells familiar? L'activiste hésite. Il lance un regard noir, puis reprend une bouchée. Your parents probably served something similar before you discovered revolution. Une lourde planche en bois est déposée devant le suprémaciste. Une poitrine de bœuf texane. 12 heures de fumage. Croûte au poivre noir. Anneaux de fumée rosée. Graisse fondue brillante comme du vernis. Pain de maïs au beurre et au miel. Réduction au bourbon. L'odeur seule domine toute la table. L'homme découpe la viande. Le jus s'écoule sur la planche. Il ferme brièvement les yeux. Damn. Puis les rouvre. Jean-Pierre s'éloigne avant même que la réaction n'arrive. The pitmaster who taught me was Mexican. Des hommes armés mangent. Rien. Se disputent à propos de la nourriture plutôt que de politique. Des assiettes vides. Des doigts couverts de graisse. Des sourires tachés de chocolat. Jean-Pierre observe depuis la cuisine. Il regarde la salle à manger. Chef, are you trying to save the passengers? No. I'm trying to remind everyone they're human. À l'extérieur, la nuit caribéenne demeure dangereuse. À l'intérieur, le dîner est en train de l'emporter. En préparant soigneusement des repas adaptés aux croyances, aux désirs et aux faiblesses des différents groupes à bord, Jean-Pierre apaise progressivement les tensions, révèle les contradictions et crée des divisions parmi les ravisseurs. En observant depuis les hauteurs, Mascobar comprend que, si les explosions créent la peur, la patience, la psychologie et le temps créent un véritable pouvoir. Alors que le face-à-face se poursuit, la lutte pour le contrôle passe des armes et de la politique à l'influence, à la stratégie et à la nature humaine. Alors qu'un méga-yacht de luxe brûlait au large de Saint-Barth, 2 gouvernements se précipitèrent pour arrêter une crise d'otages avant qu'elle n'explose. La France voulait garder le contrôle. Aucune rançon, aucun compromis. Ils pensaient que la patience finirait par briser les criminels. Les Américains voyaient les choses différemment. Selon eux, chaque minute perdue pouvait coûter des vies. Bientôt, les Alliés devinrent des adversaires. La fierté, la politique et des stratégies opposées commencèrent à déchirer l'opération de sauvetage. Depuis le yacht, Mascobar exploita cette division. Il promit des résultats différents à chaque camp, transformant les désaccords en sa meilleure arme. Le chef, Jean-Pierre, ressentit immédiatement le danger. Il n'avait pas peur des hommes armés. Il craignait les sauveteurs qui n'arrivaient plus à se mettre d'accord.
Puis tout s'effondra. Un seul tir déclencha le chaos. Des coups de feu traversèrent le yacht, alors que des factions rivales se retournaient les unes contre les autres. Pris au piège au milieu des tirs croisés, Jean-Pierre comprit que la plus grande menace n'était plus les criminels. C'était la guerre entre ceux qui tentaient de sauver tout le monde. Le célèbre chef Jean-Pierre Labaguette avait survécu aux critiques, à la pression et aux cuisines les plus impossibles. Mais ce soir, il était piégé dans une zone de guerre sous un yacht de luxe. Alors que des factions armées se battaient pour le contrôle au-dessus de lui, Jean-Pierre se concentra uniquement sur les seules choses qu'il pouvait contrôler. Sa respiration, ses mouvements et sa survie. Puis le chaos s'arrêta. Un tir précis et maîtrisé traversa la panique. Il n'avait pas été tiré par un simple voyou. Il venait de quelqu'un d'entraîné. À l'extérieur, les sirènes envahirent le port. À l'intérieur, les tirs s'éteignirent. Le yacht était endommagé, mais toujours à flot. Pour la première fois cette nuit-là, survivre semblait possible. Saint-Barth était un paradis construit sur la richesse, le luxe et l'illusion de la sécurité. Puis, en une seule nuit, tout a changé. Alors que le port célébrait, des dizaines d'otages furent discrètement déplacés sous le pont. Aucun discours, aucune demande, seulement un plan déjà en marche. Une deuxième explosion détourna tous les regards dans la mauvaise direction. Le chaos n'était pas la mission, c'était la diversion. Des familles furent déchirées. Les ravisseurs ne choisissaient pas des victimes. Ils sélectionnaient des ressources. Chaque otage avait un objectif. Ils disparurent par la mer. Cachés à la vue de tous, ils s'échappèrent sans déclencher de poursuite. Le chef Jean-Pierre Labaguette observa la scène se dérouler. Le calme l'effrayait plus que les armes. Cette opération avait été préparée longtemps avant cette nuit. Alors que les gouvernements débattaient des procédures et de l'autorité, ceux qui étaient derrière l'attaque étaient déjà en train de passer à l'étape suivante. Ce n'était pas une crise d'otages, c'était une course contre la montre. Après la crise des otages à Saint-Barth, Mascobar révèle un plan bien plus vaste. Alors que les gouvernements tentent de réagir, Jean-Pierre découvre que les otages ne sont plus de simples moyens de négociation. Ils font partie d'une opération internationale. Les services de renseignement américains commencent à démanteler le réseau de Mascobar, tandis que les enquêteurs fouillent le méga-yacht abandonné dans le port de Gustavia. Puis, la vérité éclate. Les otages ont été transférés à bord d'un sous-marin, profondément enfoui sous l'océan Atlantique, en direction des eaux cubaines. Piégé sous l'eau avec des dizaines de captifs, Jean-Pierre doit survivre alors que l'empire de Mascobar commence à s'effondrer. Alors que les signaux sonars résonnent dans l'obscurité, une traque internationale se referme. Et la confrontation finale est sur le point de commencer. Avant le lever du soleil, le sous-marin de Mascobar refit surface au large des côtes cubaines, transportant des otages et un plan dangereux. Sous haute surveillance, les otages furent conduits à terre, tandis que le sous-marin disparaissait, ne laissant aucune preuve derrière lui. Sur le rivage attendaient des responsables puissants, prêts à aider, au prix juste. À huis clos, un accord secret fut négocié. Mascobar exigeait le silence, du carburant et un passage sécurisé pour son opération. L'argent parla plus fort que la politique. L'accord fut conclu et la coopération fut assurée. Avec une protection garantie et de nouvelles routes ouvertes, Mascobar se rapprocha d'une étape supplémentaire dans la réalisation de sa mission. Ali et Alex observent la vie dans un paisible village cubain, tout en surveillant les otages. Au début, le village semblait plus sûr que Gaza et le Venezuela, mais totalement dépourvu d'espoir. En observant depuis l'ombre,
Jean-Pierre remarqua un schéma commun. À Cuba, les idéaux comptaient moins que les besoins du quotidien. La nourriture, l'argent et la survie l'emportaient toujours sur la politique et les grandes promesses. Peu après, un jet privé arriva pour récupérer les otages. Ils furent discrètement escortés à bord et transportés hors du pays, mettant fin à la crise des otages sans attirer l'attention internationale. La mission terminée, Mascobar distribua les paiements à ses hommes, aux responsables corrompus et aux alliés clés qui avaient contribué à rendre l'opération possible. Chaque détail avait été soigneusement réglé. Alors que tout semblait terminé, Mascobar reçut un appel inattendu des autorités fiscales concernant l'argent de la rançon. Cette étrange conversation le prit même brièvement au dépourvu. L'administration fiscale américaine voulait des factures détaillées et ses déclarations d'impôts. Alors que le jet disparaissait à l'horizon, Jean-Pierre et Mascobar réfléchirent à leur avenir. Jean-Pierre rêvait de retrouver une vie normale, tandis que Mascobar était déjà concentré sur quelque chose de bien plus grand, son ambition de bâtir un pouvoir à travers l'Amérique du Sud et un jour devenir le président de la Grande Colombie. Alors que la nuit tombait sur Cuba, les deux hommes prirent des chemins différents. L'un cherchait la liberté, l'autre cherchait un empire. Murray retourna en France. Il changea d'affiliation politique pour rejoindre l'extrême droite et écrivit un livre intitulé « L'échec du socialisme ». Ali vit à Dubaï. Il a 5 épouses. Alex ouvrit plusieurs restaurants d'empanada prospères au Panama. Larry, le suprémaciste marié, épousa sa petite amie cubaine et rejoignit le Parti démocrate.